Et c'est parti pour la première interview que l'on vous fait vivre aujourd'hui de Patrimonia, PER Assurance Vie. Quel est le placement préféré des Français? C'est une question qui est posée par Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, à Pierre-Emmanuel Sassonia, directeur associé chez RS. Bogdan Koval de la rédaction donc, de Club Patrimoine qui est associé, à Bruno-Philippe Fléchet, fondateur et dirigeant de 2A Conseil, et Sébastien Martinez, fondateur et dirigeant de Excelis, qui posent eux aussi leurs questions de professionnels de la gestion de patrimoine à Pierre-Emmanuel Sassonia. On regarde tout de suite. Bonjour, le plan d'épargne retraite est-il en train de prendre l'ascendant sur l'assurance vie? C'est la question que nous allons poser à notre invité, Pierre-Emmanuel Sassonia, d'ERES. Bonjour Bogdan. Pierre-Emmanuel, vous allez bien? Ça fait un grand plaisir de vous recevoir. Alors pour que cette table ronde soit encore plus intéressante et encore plus riche, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Bruno Fléchet et Sébastien Martinez. Enchanté. Vous allez bien? Merci à vous d'avoir accepté mon invitation et surtout vous allez m'aider à poser des questions à Pierre-Emmanuel. La première évidemment c'est est-ce que vraiment le PER est en train de prendre l'ascendant sur l'assurance vie? Alors ce qui est certain c'est que le PER est vraiment en train de prendre sa place dans le paysage de l'épargne retraite, de l'épargne longue des Français. Ce qui motive les épargnants, c'est clairement la sortie en capital qui a libéré les énergies et qui leur donne envie d'investir à long terme sur une enveloppe qui est très souple, qui permet de différer la fiscalité et donc qui propose en fait un levier fiscal remarquable. Après, supplanter l'assurance vie, moi j'aime pas trop opposer les produits, l'assurance vie, le PER, en fait ce sont deux outils dans la boîte à outils des épargnants et des conseillers. Et ce qui est certain, c'est que la plus forte valeur ajoutée, on va plutôt l'obtenir en articulant les solutions pour vraiment créer de la valeur au profit des épargnants. Non mais Pierre-Emmanuel, là vous ne répondez pas à la question. C'est vrai ou pas? Parce que j'ai l'impression les chiffres qu'on avait sur le PER n'étaient pas terribles et tout le monde dit que c'est bien. Alors les chiffres du PER sont stratosphériques, hein. C'est un tsunami. Aujourd'hui les épargnants, il y a à peu près 3 millions de PER individuels qui ont été ouverts. Ouais. Quasiment la même chose au niveau collectif et catégoriel. Bon, donc c'est vraiment un succès commercial remarquable. La question effectivement c'est est-ce qu'on est sur une enveloppe qui est plus intéressante que l'assurance vie? Là, sincèrement et en toute transparence, mais parce que ça se fait automatiquement dans les banques. Oui, ça les s'ouvre transferts, automatiquement. C'est plus facile encore quand ça se fait quasi automatiquement. Parce qu'on a l'avantage fiscal, parce qu'on a la sortie en capital, on est sur une enveloppe qui répond vraiment aux envies des épargnants. On en mais parlera. pour avoir toute l'efficacité, il faut plutôt articuler les solutions et faire de l'ingénierie fiscale et sociale. Il y a une chose qui me paraît importante, c'est ce que disait Pierre-Emmanuel, c'est la sortie en capital qui attire énormément les Français. Et je pense que c'est pour ça que le PER a un grand succès. Ceci dit, nous on est gestionnaire de patrimoine et on a le devoir de conseil, donc c'est ce qui me paraît important. Donc est-ce que il faut céder, j'allais dire, aux sirènes de la sortie en capital, Pierre-Emmanuel? Alors, la sortie en capital, ce qui est très clair, c'est qu'elle est extrêmement performante, surtout pour les nouveaux produits, pour les produits de nouvelle génération, qui ont des garanties techniques, de table de mortalité ou de taux de rendement garanti, qui sont faibles. Donc la sortie en capital, ça permet à la fois à l'épargnant de reprendre la main sur son épargne, et en plus d'investir sur la durée avec une allocation qui restera dynamique plus longtemps. La question que tu poses, Bruno Philippe, elle est intéressante, c'est est-ce que c'est toujours la bonne solution, en particulier pour imaginer des transferts d'anciens Madelin, d'anciens articles 83, qui ont des garanties techniques beaucoup plus élevées, des tables de mortalité anciennes, des taux techniques, des taux garantis qui sont très élevés. Et là, clairement, tu as raison, le devoir de conseil qui est rappelé par la loi Pacte, qui est un devoir réglementaire, c'est aussi une responsabilité commerciale et quasiment morale vis-à-vis des épargnants, leur donner le bon conseil. Ça suppose effectivement d'avoir une analyse comparée très poussée pour vérifier que l'ancien produit est moins intéressant que le nouveau produit, que la sortie en capital crée de la valeur, et pour ça il faut effectivement passer par une analyse très pointue qui est grosso modo le comparatif ancien produit, nouveau produit. Est-ce que la sortie en capital crée de la valeur ou pas? Et ça, je suis d'accord avec toi, il faut en passer par une analyse à forte valeur ajoutée qui met en avant le devoir de conseil. Pierre-Emmanuel, vous parlez de transfert 83 sur nouveau PER. Quid de l'assurance vie, les transferts d'assurance vie vers le PER? Intéressant, pas intéressant? Alors ça, c'est effectivement une nouveauté de la loi Pacte, la possibilité de basculer les encours d'assurance vie vers le PER. Alors c'est pas tout à fait un transfert, en réalité c'est un rachat de contrat d'assurance vie défiscalisé
avec la possibilité de réinvestir sur un PER en profitant de la déduction à l'entrée. Donc c'est une déduction fiscale qui permet en fait d'avoir un double effet qui se coule, défiscalisation des plus-values en assurance vie et avantage fiscal à l'entrée sur le PER. C'est dans la plupart des cas un très bon levier fiscal qui permet d'accompagner encore la performance pour le client. Ce qui va être intéressant, c'est que selon les configurations fiscales et patrimoniales des épargnants, on va même dans certains cas créer de la valeur en matière de transmission. Ce qui est intéressant finalement, c'est que... Là, ça m'intéresse évidemment. Là, c'est une porte ouverte à quelque chose qu'on adore. Parlez-nous un petit peu de l'avantage de la transmission du PER, parce qu'on ne nous l'avait pas tout à fait proposé comme ça. Et il se trouve que dans les préconisations qu'on peut faire à nos clients, on s'aperçoit que le PER a sa place dans le paysage de la transmission et que l'assurance vie aujourd'hui devient Mais Sébastien, vous disiez même que c'était mieux le PER en termes de transmission que l'assurance vie. J'aimerais avoir l'avis du maître et en tout cas de l'acteur principal sur le marché sur ce produit-là. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des épargnants vont utiliser l'assurance vie et le PER. La plupart du temps, quand ils sont peu conseillés ou mal conseillés, ils vont utiliser le PER pour générer des revenus supplémentaires et l'assurance vie pour transmettre. Et on voit déjà des stratégies qui fleurissent, qui disent ce qu'il faut, c'est, une fois qu'on arrive à la retraite, basculer les encours du PER sur l'assurance vie pour transmettre. Et quand on fait les calculs, et quand on est bien accompagné par un professionnel qui sait de quoi il parle, on se rend compte que c'est plutôt à l'inverse qu'il faut utiliser, c'est-à-dire l'assurance vie pour générer des revenus supplémentaires et le PER pour transmettre. Ce n'est pas une vérité générale, ça dépend évidemment de la configuration technique, fiscale, patrimoniale de l'épargnant, mais c'est vrai que l'articulation entre PER et assurance vie crée de la valeur et parfois les stratégies les plus innovantes, les plus originales créent le plus de valeur pour les épargnants. Et je vous rejoins complètement. Parfois, c'est le PER qu'il faudra utiliser pour transmettre et l'assurance vie pour générer des revenus supplémentaires. Donc générer de la valeur, moi ça m'intéresse. En gestion longue, les allocations d'actifs sont notre domaine et on adore ça. Par contre, plus la gestion est longue et meilleur est le profit. Ça voudrait dire que le PER, c'est un vrai instrument de gestion d'épargne long terme intéressante. C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé d'allocation financière et c'est pourtant au cœur de Pacte. Dans Pacte, il faut se souvenir qu'on a la gestion pilotée par défaut avec une allocation horizon retraite équilibrée qui permet à l'épargnant d'être guidé dans son allocation d'actifs avec une désensibilisation et un rééquilibrage régulier qui lui permettent d'être extrêmement performant puisque finalement il va acheter des actifs pas chers et vendre des actifs très chers. Donc ça c'est intéressant. Pour les épargnants qui sont plus experts ou qui sont bien accompagnés par un conseiller qui sait de quoi il parle, on a aussi la possibilité d'aller en gestion libre avec des gestions qui seront très très larges. On peut aller chercher de l'immobilier, on peut aller chercher du private equity, on peut aller chercher des actions thématiques et bien sûr dans un cadre qui fait la part belle aussi à la gestion ISR qui est aujourd'hui vraiment au cœur des préoccupations des épargnants. Donc gestion pilotée, gestion libre, le PER c'est probablement l'enveloppe d'épargne longue avec la plus forte valeur ajoutée qui permet justement d'adapter l'allocation en fonction de l'horizon de placement de l'épargnant. N'oublions pas non plus que dans PER il y a le mot retraite. Une des dimensions essentielles du plan d'épargne retraite, c'est justement de parler de retraite et notamment de la protection du conjoint, ce qui se faisait avant le PER. Comment est traité ce thème dans le nouveau PER? Alors c'est vrai que dans l'ancien monde, si vous me permettez ce terme, typiquement quand on parlait de Madelin, un TNS ou un chef d'entreprise, on devait parler de réversion, on devait parler d'annuité garantie parce qu'il fallait protéger le conjoint qui avait souvent des revenus plus faibles, des retraites quasiment inexistantes et donc la dimension de protection du conjoint via la réversion des annuités garanties était essentielle. Avec le PER, on a la sortie en capital et donc la part de la rente se réduit. Mais le champ de protection du conjoint est toujours aussi important avec la mutualisation des plafonds, avec les clauses bénéficiaires croisées puisqu'on est dans des contrats qui ont des clauses bénéficiaires et donc on va pouvoir protéger le conjoint survivant. Et puis, on va aussi, bien sûr, parler de prévoyance
puisque dans le PER, il y a aussi la sortie en capital défiscalisée en cas de décès du conjoint. Donc le conjoint survivant est protégé dans tous les cas. Ce qui est certain, c'est que dans ce nouveau PER, la dimension de prévoyance, de protection est vraiment au cœur du sujet. Et on revient encore une fois au devoir de conseil. Ouais, le devoir de conseil est essentiel. Je ne comprends même pas pourquoi le PER n'a pas pris plus l'ascendant sur l'assurance vie. Parce que là, tel que vous le présentez, c'est un peu génial. Donc, c'est quoi le problème avec ce produit aujourd'hui ? Ce qui est certain, c'est que ce qu'on appelait historiquement le couteau suisse de l'épargne, l'assurance vie, on a aujourd'hui un deuxième couteau suisse dans la boîte à outils. Et c'est sans doute... Oui, ça, les Français ne le savent pas vraiment. Les Français commencent à le savoir. Il ne faut pas non plus oublier un point, c'est que dans le PER, on a des investissements qui sont plafonnés. On a un plafond de déductibilité fiscale. Au-delà des plafonds de déductibilité fiscale, il est certain que l'assurance vie a encore toute sa place. Et Bruno, vous, qu'est-ce que vous préférez, l'assurance vie ou le PER ? Alors moi, je suis un mauvais exemple puisque je suis plutôt un homme de retraite, entre guillemets. Ah. Je voulais rebondir sur ce que disait Pierre-Emmanuel parce que je côtoie beaucoup d'experts comptables et l'aspect mutualisation des plafonds permet de dégager des marges disponibles qui peuvent être assez importantes et assez colossales. Et je pense qu'entre le plafond des 10% et taper le disponible des 3 années antérieures, ça permet de rendre très très attractif le PER. Mais est-ce que les experts comptables gèrent bien ce produit, selon vous ? Ils le gèrent bien quand ils font appel à nous, forcément. Oui. Non mais c'est vrai. Donc... C'est tout à fait comme ça qu'il faut le voir. L'expert comptable est un homme de chiffres. Nous, on est des hommes de conseil. Ouais. Et je veux dire, quand on arrive à marier le chiffre et le conseil, l'épargnant est gagnant. Ce qui pourrait expliquer également que le PER aujourd'hui prend peu à peu sa place, et nous on le constate en cabinet, c'est la complexité également des stratégies d'aménagement, parce qu'il faut faire des calculs entre les plafonds, Pierre-Emmanuel en a parlé, mais aujourd'hui vous voyez ça comment chez RS ? Est-ce que vous voyez le développement de ce produit à vitesse grand V dans les années à venir ? Parce que nous on voit la proportion entre l'assurance vie et le PER, à comparaison par rapport au PERP, l'ancien produit, où il y avait une sortie en rente de 80%. Là, aujourd'hui, on peut faire du sortie en capital fractionné. Comment vous voyez la collecte des 5 années prochaines chez RS ? Il est très clair qu'on est tous portés par cet élan pacte. Depuis 2 ans, on a une passion finalement des épargnants pour ce nouveau produit. Il faut aussi, je pense, féliciter le législateur. De nombreux acteurs de la profession ont lutté en disant la retraite c'est de la rente. Il faut finalement faire le bien des épargnants contre leur plein gré. Le législateur a tenu la barre. Ils ont imposé la sortie en capital et ça on peut les remercier parce que finalement ils ont eu raison et aujourd'hui on a une sortie en capital qui permet... Pierre-Emmanuel, parce que l'heure tourne vraiment très vite avec vous. Il y a une question que je voulais vous poser sur le PERCO. Est-ce que c'est une vraie réussite et est-ce que les chefs d'entreprise l'utilisent ? Alors, c'est vrai qu'avec le PER, en fait, on a vu germer, fleurir un certain nombre d'acronymes, le PERIN, le PERECO, le PEROB. Donc, toute une gamme de produits qui permettent d'adresser différents besoins, différentes configurations. Le PERIN, c'est quand on adresse les besoins individuels. Et le PERCO, très vite, en 30 secondes. Le PERECO, en fait, c'est le vrai PER pour le chef d'entreprise et le travailleur non salarié. Pourquoi ? Parce qu'il synthétise ce qu'on avait historiquement entre le Madelin et le PERCO. Et l'articulation entre versement déductible Madelin sur le compartiment numéro 1 du PERCO dopé à l'abondement, ça permet de cibler sur le chef d'entreprise et d'avoir une efficacité fiscale absolument remarquable. Ce sera le mot de la fin parce que l'heure tourne très vite. Pierre-Emmanuel, merci beaucoup. Merci à vous deux aussi de m'avoir accompagné. Merci. Voilà une table ronde donc sur la place que prend le PER de plus en plus importante dans l'épargne des Français à côté de l'assurance vie. Une table ronde où Bogdan Koval interviewait Pierre-Emmanuel Sassonia, directeur associé de RS, mais aussi accompagné de Bruno-Philippe Fléchet, fondateur et dirigeant de 2A Conseil, et Sébastien Martinez, fondateur et dirigeant de Excelis.